Et je voulais lire un article paru sur un blog. Le blog s'appelait le Network.0. L'article a été publié le 8 mars 2017. Le nom de l'article, c'est Macron ciblé par la CIA. Voilà. Donc cet article a tout simplement plus d'un mois, presque 2 mois si je ne me trompe pas. Un article intéressant, et dans la foulée, il y a un autre article un peu sur le même thème, qui s'appelle 2017, le coup d'État. Alors, donc, dans Macron ciblé par la CIA, le blogueur en question, qui a été repris à pas mal d'endroits sur la toile, explore une théorie, on va dire, conspirationniste auquel il semble adhérer, à savoir que Macron est un produit de la CIA via ce qu'on appelle la NED, c'est-à-dire National Endowment for Democracy, en français Fondation nationale pour la démocratie. Un rapide petit aperçu avec l'article Wikipédia. Bon, voilà, Wikipédia, ça reste intéressant. Je clique. Vous verrez que ce fameux National Endowment for Democracy a été fondé en 1983 par Allen Weinstein. Ça doit être quelqu'un de la CIA, peut-être bien, non, avec un financement de 50 millions de dollars. Le National Endowment for Democracy, NED, en français Fondation nationale pour la démocratie, est une fondation privée à but non lucratif des États-Unis, fondée en 1983 sous le gouvernement de Ronald Reagan, dont l'objectif déclaré par les autorités américaines est le renforcement et le progrès des institutions démocratiques à travers le monde. Bon, je vous invite à lire un peu entre les lignes. Chers amis internautes, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, je reviens mettre un clou sur la question de Juan Branco. Alors, je vous ai fait un post dernièrement. Je vous ai dit que Juan Branco, c'est le Mélenchon des Gilets jaunes. Comprenez très bien ce que je suis en train de vous dire. Juan Branco, il a fait un post où il donne des explications aux attaques dont il fait l'objet. Donc, dit-il, il fait l'objet des attaques. D'accord? Alors, mon très cher Juan Branco, franchement, t'aurais dû te taire et ne rien dire du tout. Parce que derrière tes propos, il y a plusieurs analyses, mais des tonnes d'analyses qui peuvent être faites pour te montrer que rien que dans tes propres propos, tu dis exactement ce que nous sommes en train de te reprocher. On ne te reproche pas à toi directement. On reproche ça à ce système que tu défends. Déjà, tu demandes à ce que on se tourne vers la France insoumise. Mais comment on appelle ça? Le fait que Mélenchon nous a fait la dernière fois, avec toutes ces belles paroles, ça ne t'a pas suffi? Non, ça ne t'a pas suffi. Tu veux encore que les Français aillent se faire entuber davantage? C'est ça que tu demandes? Il y a Asselineau qui demande, moi je répète une fois de plus que si ce n'était que moi, je vais être clair, si ce n'était que moi, on donnait un bon coup de pied à cette fourmilière et on retournait cette histoire de fausse démocratie dans ce faux système qui nous présente, si ce n'était que moi. Mais allons même avec vos analyses, vous qui nous dites que il faut changer la démocratie. Mais mon ami, on est dans un système esclavagiste, tu comprends? Je ne sais pas ce que tu entends par démocratie. Donc, rien que le fait de t'entendre parler de démocratie dans un système esclavagiste, ça veut dire que tu continues à enterrer les gens. Soit tu fais le con, soit tu es un idiot utile au système. Ça ne peut pas être autrement. Mais moi, je pense que tu es suffisamment intelligent. À 29 ans, on commence à avoir du discernement pour pouvoir être responsable de tes actes. Donc, je le dis pour éviter de te dédouaner. Alors, mon cher ami se défend de ne pas être le poulain de Attali. Pourquoi pas? Admettons. Admettons-le, d'accord? Alors,
tu continues en expliquant que il faut qu'on arrête de tout mélanger. Toi, tu es venu nous expliquer la vie, en fait. D'accord? Tu nous expliques que les gens qui s'attaquent au sionisme, en fait, ce sont des antisémites masqués. Tu nous induis ça dans tes propos. Comment tu peux confondre et comment tu peux associer le Talmud aux Juifs? Moi, j'ai toujours su que la Bible, c'était pour les chrétiens, le Coran, c'était pour les musulmans, la Torah, c'était pour les Juifs. D'accord? Le Talmud, c'est pour des sionistes. Maintenant, fais l'amalgame entre les gens de la Palestine occupée, d'accord, et les Juifs qui se battent contre leur système sioniste. Je trouve que tu vas un peu loin. Donc, cette situation m'a obligé à te remettre quelques points sur les i. Et puisque tu prétends défendre et aider le peuple à être éclairé, ben, on va y aller. D'accord? Pour ce sujet, on va parler d'une question qui, je pense, n'est pas passée inaperçue à ton analyse. La question de la géo-ingénierie, la question des chemtrails, d'accord? Et si tu n'avais pas été au courant, je vais te faire un petit rappel et je vais t'inviter, mon très cher Yuan, à aller regarder les dessous, n'est-ce pas, de cette question. Et tu verras certainement ce que la plupart des enquêteurs qui ont travaillé sur ce sujet ont vu. Il est question du pseudo-crash de l'avion de la Lufthansa qui avait eu lieu en 2016 dans les Alpes. D'accord? Lorsque cet avion, ce prétendu avion, a été découvert, on reviendra sur les deux autres accusations que tu as faites de façon indirecte. Mais je veux déjà venir sur le sujet que j'aimerais partager avec toi, parce que ça concerne la géo-ingénierie et les chemtrails, et je pense que des personnes, d'accord, qui s'avancent sur ce sujet, soit sont taxées comme des fous, soit sont taxées comme des complotistes. J'aimerais qu'avec ton éclairage, d'accord, tu t'intéresses au sujet, comme tu t'intéresseras au sujet de la pédocriminalité qu'on va partager avec toi et qu'on va débattre avec toi, d'accord, puisque tu joues la personne qui est censée nous aider à mieux comprendre ce que c'est que le complotisme. D'accord? Déjà, en passant, avant que je ne l'oublie, je viens de voir que, effectivement, alors pour celles et ceux qui ne le savent pas, ma première réticence avec Julian Assange, c'était le jour où il avait dit qu'il était quand même désolé et de constater et de voir que les gens refusaient de croire à la version officielle du 11 septembre. Voilà. Toutes celles et ceux qui ne croient pas à la version du 11 septembre sont des complotistes. Je suppose que tu nous considères, nous qui ne croyons pas à la version du 11 septembre, comme des complotistes. Puisque Julian Assange étant un de tes clients, je suppose que vous avez à peu près la même vision des choses. Je suppose, hein, c'est vrai que le rapport, c'est quand même chaud, mais bon, ce sont des suppositions là. Maintenant, je viens sur la problématique que je voudrais partager avec toi. À chaque fois qu'il y a un coup et que la population s'interroge, elle est transformée en complotiste. La preuve, tu es en train de nous ouvrir les yeux pour que on comprenne et qu'on ne fasse pas l'amalgame et qu'on ne se trompe pas sur cette question. Je crois que c'est ça que tu as dit. Alors, Yohan Branco, écoute-moi bien. La BEA, c'est le bureau d'enquête d'analyse, qui s'occupe des vols, qui, lorsqu'il y a des attentats, lorsqu'il y a des crashs d'avions, ils viennent faire les enquêtes. Sur le vol de la Lufthansa qui s'était crashé dans les Alpes, où d'ailleurs notre cher président avait accouru avec son homologue de l'Italie et de l'Allemagne,
Figure-toi que l'enquête a duré 3 jours. C'est la plus courte enquête jamais vue. Même Speedy de Gonzalez n'aurait pas pu faire mieux en matière de rapidité. Comment les gens ont été informés avant? Quelles sont les sources qui ont donné l'alerte et qui ont fait que les informations concernant ce crash soient sues? On n'a pas le nom de la personne qui a donné l'information. Toi qui es dans ces autres sphères-là, qui a accès à tous les secrets d'État. Alors, en passant, je tiens à signaler aux internautes que dans le procès UBR qui avait été déjà fait, il y a pas mal de noms sur les détournements de fonds, d'évasion fiscale qui avaient été énoncés. Il y a beaucoup qui ont été condamnés, d'accord? Et donc, ce ne sont pas en réalité des affaires nouvelles, contrairement à celles et ceux qui pensent que ce sont des nouveautés. Non, 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 non. Vous allez dans les tribunaux, vous demandez, oh là là, comment ça y est, ça commence. Il y a un truc qu'on demande, vous allez dans un tribunal, vous demandez la fiche d'un jugement. J'oublie comment ça s'appelle. Oh, il y a un nom technique pour ça. Et on vous le donne, c'est disponible. Donc vous pouvez trouver tout ça quand vous voulez. Certaines informations de cette envergure qui ont déjà été jugées. Et vous avez le droit de les publier. La minute, voilà, vous demandez les minutes. C'est ça. Donc, vous n'avez aucun problème à sortir ça. Et donc, pour son cher ami qui disait que c'est légal ce qu'il fait, il n'est pas poursuivi par l'État, blablabla, blablabla, parce que il dit que la vérité, donc il est crédible. Mon cher ami, il faut apprendre que pour dire un mensonge aux individus, on les raconte 99,9% de vérités qui n'ont aucune importance, et lorsqu'ils ont baissé la garde au niveau de leur protection psychologique, on les bombarde un mensonge et un fake qu'ils vont considérer comme une vérité. Maxime, je pense quand même que tu es censé le savoir. Je parle là bien à Maxime Nicole. Voilà. Donc, revenons sur ce crash d'avion. On nous a dit que l'avion s'est crashé. Il y avait un hélicoptère, pour celles et ceux qui se rappellent de cette histoire, qui était en train de faire de la surveillance, disent-ils. Ils ont envoyé l'armée carrément, l'armée, pour protéger et pour circonscrire le lieu du crash, dit-on. Eh bien, figurez-vous que il n'y a pas de sac, il n'y a pas de bagages, il n'y a pas de siège dans un avion où on nous explique que il y a eu des morts. En fait, c'était que des voyageurs qui n'avaient pas de sac et qui étaient debout. Le pire, c'est que c'était des voyageurs gaspés parce qu'ils ont disparu. Ils nous ont fait la technique de la manipulation que vous allez comprendre dans pas longtemps, qui veut que lorsque on a un mensonge à soutenir, on donne plus d'éléments. Donc, ils nous ont fabriqué des fausses familles de victimes qui venaient manifester pour avoir accès au lieu de l'accident. C'était du fake, d'accord? Ils nous ont fabriqué un faux crash. Alors, pour le crash, c'est quand même gros parce que franchement, quand les gens ne prêtent pas attention, c'est hallucinant. Concernant le crash, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de vêtements. C'est-à-dire, il n'y avait pas de sac, rien. Il n'y avait pas ben, en gros, on n'a pas vu de victimes non plus. D'accord? Les classes de l'avion, on nous a montré un arbre avec une branche cassée. Alors, mes chers amis, dites-moi, un Airbus A320 de la Lufthansa, peu importe, se crache quelque part et au point de l'impact, c'est qu'on appelle le point zéro, il y a une branche. Une branche. Quelqu'un peut m'expliquer? Et on vous raconte ça haut et fort, et les gens, ils sont là, ils y croient. J'ai discuté avec quelqu'un qui me disait, oui, mais Jules, arrête avec tes histoires de complotisme. Et alors, mais les gens, les familles des victimes qui étaient là-bas et qui demandaient à voir les corps. Mais ces familles de victimes, c'est du fuck. Vous comprenez? En fait, cet avion, il y a deux suppositions. Parce que dites-vous bien quelque chose. Des gens depuis Briançon, voyez-vous, ont entendu la détonation.
une détonation, vous voyez quand vous avez les feux d'artifice, plus l'artifice est haut, plus ça s'entend de loin. Moi, j'ai fait des feux d'artifice au niveau du lac d'Annecy. Lorsque vous avez des tout petits feux, des pétards qui ne montent pas haut, on ne les entend pas de loin. Parce que le son de la détonation est absorbé par la vallée. Voyez-vous? Et donc, pour qu'un avion se crache dans un coin avec une aussi grosse détonation qui s'entend à des centaines de kilomètres, il n'y a pas deux explications. Je dis bien qu'il n'y a pas deux explications. Il aurait fallu que cet avion explose en vol. Or, on nous parle de crash. Un crash et une explosion, c'est pas pareil. Je suis en train de m'adresser ici à toi, Yohan Branco. Comprendre, écoute bien ce que je te dis, hein, parce qu'après, je vais arriver à quelque chose. Pour nous, les pauvres complotistes, je te dis, t'aurais mieux fait de te taire, en fait. Ça aurait été mieux pour toi. Alors, donc, on nous explique ça. Et on a tous nos branquignoles de voyous en col blanc qui arrivent, qui font les étonnés. Alors que à Marseille, je vous dis bien qu'à Marseille, d'accord, les pompiers et la gendarmerie, renseignez-vous, étaient sur les autoroutes. Donc, en fait, un crash qui est censé être un accident, voyez-vous, 1 heure, 2 heures à l'avance, l'avion, avant le crash, les pompiers et les gendarmes avaient déjà bloqué l'autoroute du côté de Marseille, les autoroutes. Quelqu'un peut m'expliquer ça? Et Yohan, si tu as une explication, donne-la moi. Parce que c'est à travers ce type d'éléments que lorsque nous autres, on dit qu'il y a quelque chose qui ne tient pas debout, tu viens nous expliquer que, ah non, en fait, nous sommes des complotistes. J'en arrive avec ton histoire de franc-maçonnerie là. Que tu finis par dire que oui, en fait, la franc-maçonnerie, ça existe, les réseaux, mais en Provence, pas en capitale, d'accord? Parce que non mais attends, non, je finis déjà mon truc parce que je risque de déraper. Il faut que je reste concis sur ce que je voulais dire. Donc, mes chers amis, comprenez une chose, en matière de vol, pour celles et ceux qui ont déjà été dans un cockpit, des gros avions comme ça, vous avez l'obligation d'avoir l'accès auditif libre concernant les réacteurs. Il faut bien que vous soyez capable d'écouter à l'oreille les changements sur les réacteurs. C'est une question de prévention, voyez-vous, pour savoir si tout va bien. On écoute le son. Un pilote est appelé et amené et entraîné à écouter le son de ces réacteurs. S'il y a un faux son qui commence, ça attire son alerte et il change de méthode de pilotage. Il peut se mettre en pilotage automatique. Il y a plusieurs méthodes pour essayer d'éviter des crashs. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, ce ne sera pas la dernière fois. Donc, on nous explique que dans ce brouhaha, en réalité, parce qu'il y a un gros bruit dans le cockpit, ce n'est pas comme ce n'est pas lorsque vous êtes en cabine, hein, ça n'a absolument rien à voir. Vous ne pouvez pas entendre les respirations d'un individu dans la cabine. Pour se parler, ils sont obligés soit de se parler à très haute voix, soit de se parler entre eux à travers les casques. C'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ne s'entendent pas. Donc, quelle est cette histoire qu'on vient nous raconter qu'il y avait des souffles de respiration, des sons de respiration qu'on entendait? Voyez-vous? Mais je pense que ce genre de sujet n'intéresse pas notre cher ami, Yohan Branco, d'accord, qui essaie de tout faire pour nous faire passer Alain Soral comme un antisémite, pour nous faire passer... Ah oui, il a parlé de Panamza. Mais les amis, regardez à qui est-ce qu'il s'attaque. Il s'attaque à Panamza. Panamza a fait du super boulot concernant les attentats de Charlie Hebdo. Ses postes ont été sabotés. Ça existe encore quelques-uns. Mais je peux vous dire que si vous regardez les enquêtes qui ont été menées par Panamza, faites un effort. Vous allez comprendre. En fait, c'est eux qui ont fait du véritable boulot. Moi, je répète concernant l'histoire de Charlie Hebdo, la première fois que j'ai fait un post dessus, je me suis fait menacer, mais je vous répète encore une fois de plus, parce que là, on va trop loin. J'habite le 11e arrondissement. Les versions qui ont été racontées et ce que nous, on a vu, c'est deux mondes.
Rien que par rapport à la couleur des soi-disant terroristes. C'était des blonds aux yeux bleus, grande taille, rien à voir avec des Arabes. Ou des sémites, je ne sais pas ce qu'il faut dire. En tout cas, rien à voir avec la description qu'ils nous ont donnée. Mais absolument rien. Vous savez qu'il y a des gens qui prenaient des vidéos à travers leurs fenêtres et ces bouffons, ces pseudo-complices du système les tiraient dessus, sur les immeubles des gens qui prenaient les photos et les vidéos parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait des classes. Ils regardaient partout. Ils savaient que, comme ils sont sur la rue, il y a un malin qui va avoir tendance à faire un selfie avec eux ou bien de les prendre en vidéo. Et donc, ils regardaient partout et ils tiraient sur les fenêtres. Donc, Panamza a fait un travail remarquable sur cette histoire d'attentat là, d'accord? Et même sur l'histoire qui s'est passée, l'affaire Mera, que je vous conseille aussi d'aller regarder, d'accord? Parce que pendant qu'on y est, et monsieur s'attaque à Thierry Meyssan. Je ne dis pas que Thierry Meyssan est parfait. Donc c'est pour vous dire que ce que je disais dès le début par rapport au 11 septembre et par rapport à Assange qui disait que c'est quand même dommage que nous autres complotistes, nous refusions de croire la version officielle. Il nous explique que Thierry Meyssan a dit que en fait il s'était trompé par rapport à son livre. C'est faux. Thierry Meyssan a été pourchassé ici en France justement parce qu'il s'est levé et il a commencé à montrer les fucks qu'il y avait dans cette question du 11 septembre. Au jour où je vous parle, ils sont actuellement plus de 5000 architectes, ingénieurs architectes de plusieurs domaines du bâtiment qui sont en train de poursuivre l'administration américaine concernant la vérité sur cette question. Et notre cher Yohan Branco vient nous dire que Thierry Meyssan a dit que, en réalité, il s'était trompé. Ça s'appelle un mensonge ouvert. Yohan Branco, t'aurais dû te taire, en fait. T'aurais dû fermer ta bouche. Parce que là, on va interroger Thierry Meyssan. D'accord? Et on va lui demander si il dit que il s'est trompé sur le 11 septembre et que, en fait, la version officielle était exacte. On va l'interroger. Tu es allé loin, mon gars. Et quand il s'attaque à Thierry Meyssan, en fait, il s'attaque au centre Zara. Le centre Zara qui a été fermé dernièrement là. Vous vous rappelez? Quand ils nous ont fait le folklore d'aller faire des perquisitions chez Mélenchon pour nous faire croire que, en fait, oui, bon, ben, on a fait une perquisition chez Mélenchon, on a fait une perquisition chez tel, donc on va aller faire une perquisition dans le centre Zara. En fait, la perquisition chez Mélenchon, c'était un fake. La preuve, j'ai sorti des posts concernant Mélenchon et le clown de la République, là, actuellement, notre petit Micron, quand ils étaient au sud. Eh bien, cette comédie s'est vue de façon flagrante. Ils ont supprimé les posts. Je l'ai sorti 4 fois. Ils l'ont supprimé 4 fois. Alors que c'était un post qui n'avait pas besoin des droits d'auteur pour être mis sur ligne. C'est quand même le président de la République qui est une personnalité publique. Voyez-vous, on m'a supprimé ces posts-là. Parce que ça montrait de façon flagrante la comédie qu'ils ont fait concernant l'histoire de Mélenchon. On vous a monté tout ça en épingle, mais en réalité, c'était pour vous préparer pour la question et l'acceptation de tout ce qui va arriver. Donc, quand il s'attaque au centre Zara, il s'attaque à Yahya Gwasmi. Parce que Yahya Gwasmi a fait un super boulot avec les réseaux Voltaire et Thierry Meyssan pour expliquer aux gens la véracité et les réalités concernant les conflits du Moyen-Orient et notamment la question de la Syrie. Et oui. Donc, Yohan Branco, tu aurais dû fermer définitivement, tu aurais dû, franchement, tu sais quoi, tu aurais dû fermer ton clapet. Voilà. Tu aurais dû fermer ton clapet. Tu aurais été plus crédible, silencieux que de l'ouvrir. Tu as fait exactement ce que Barack Obama avait fait lorsque on s'était rendu compte que Ebola était une fabrication d'usine et que il y avait des brevets sur des vaccins, d'accord, concernant cette histoire qu'ils avaient aussi d'ailleurs fabriqué de toutes pièces. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux pseudos
humanitaires, médecins, infirmiers, dit-on, qui ont été atteints par ce virus, d'accord? Dont on nous vantait les prouesses, je parle du virus, hein, et l'incapacité de le neutraliser. Tout d'un coup, quand ces deux Américains ont eu cette contagion, ils sont arrivés aux États-Unis et on les a injecté l'antidote et ils s'en sont tirés sans problème. Alors, Barack Obama faisait sa tournée criminelle en Afrique. On lui dit, mes chers concitoyens, chers fils de la terre africaine, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose pour que les personnes atteintes de l'Ebola puissent guérir? Vous savez ce qu'il a dit, ce bouffon-là? Oui, mais écoutez, le brevet n'appartient pas au gouvernement américain, ça appartient à des industries, à des firmes privées. Donc, on ne peut pas les obliger à donner le vaccin. D'accord? Les gens de la communication de Barack Obama se rendent compte que il a fait une grosse gaffe. Ça signifie que l'humanitaire vient en second rang par rapport à la thune. Voyez-vous, leur dieu argent. Ils ont rectifié ça, ils ont dit que non, en fait, c'est parce que le vaccin n'était pas encore stable et qu'il fallait d'abord le stabiliser pour l'infuser, pour le donner aux personnes victimes de l'Ebola. En d'autres termes, ils étaient prêts à tuer 2 Américains, d'accord? Mais ils n'étaient pas prêts à guérir 1000 Africains. Bon, donc, je te le dis pourquoi? Parce que tes propos, une parole qu'on a sortie de sa bouche, on ne peut pas la retourner. D'accord? Tes propos sont dans le tube. Je ne suis pas le seul à les analyser. Eh bien, je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont les analyser davantage. Tu vois? Donc, mon très cher, je te répète, si tu ne connais pas ce que c'est que le Talmud, je t'invite à aller le regarder. C'est une atrocité. Et d'ailleurs, la plupart des rabbins se sont satisfaits de l'incendie de Notre-Dame. Hein? Parce que Jésus est leur ennemi. Et ils ne s'en sont pas cachés. Donc, je ne comprends pas exactement à quel jeu tu veux jouer pour nous faire mélanger sionisme et antisémitisme et pour nous faire mélanger Torah et Talmud. C'est pas la même chose. D'accord? Donc, Soral, je pense qu'il saura te répondre. Panamza, je pense qu'il saura te répondre. Yahya Guasmi, je pense qu'il saura te répondre. Et excusez-moi. Oh putain. Oui ma chérie, je suis en train de faire un post, ça va? Oui. Oui, je te rappelle, je suis en train de faire un post. Ah ok, d'accord. Bisous, à tout à l'heure. Ok. Oui, donc j'ai été coupé dans mes... Qu'est-ce que je disais? J'ai été coupé dans mes... Oui, excusez-moi, j'ai été coupé dans mon post. Ce que je voulais dire à travers ce post, c'est de bien comprendre la manipulation de notre... qu'est-ce que je disais? Je disais que je pense que Alain Soral, il saura te répondre. Je pense que Panamza saura te répondre. Je pense que Yahya Gosmi saura également te répondre. Alors, comme je suis en train de vous sortir des éléments comme ça et là, sans que je n'ai eu une structuration sur le discours que je devais vous tenir, je tenais quand même à préciser certains détails encore, parce que, vous savez, on dit toujours, le diable se cache dans les détails. Figurez-vous que concernant toujours ce pseudo-crash de la Lufthansa, on a expliqué aux journalistes qu'il était hors de question qu'ils se rendent sur les lieux, parce que l'armée était venue justement pour éviter que les tôles, la ferraille des avions puissent être récupérées par les personnes qui ont l'habitude de récupérer la ferraille. C'est quand même hallucinant. Ce que j'ai également oublié de vous dire, c'est que
un avion, lorsqu'il crache, les débris peuvent se trouver sur une certaine distance. Et donc, concernant le point zéro dont je vous parlais, il y a un début de l'impact et l'étendue sur une certaine distance. Sur le crash de la Lufthansa, figurez-vous que le crash s'est passé en bas d'une montagne. Et tout en haut, on retrouvait les débris et sur une distance de presque, si je ne m'abuse, presque 10 km. Peut-être c'était même plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des débris qui ont été retrouvés sur une distance anormalement grande par rapport au lieu de l'impact. Donc, est-ce que les débris ont rebondi lorsque l'avion s'est crashé? Est-ce que les débris ont rebondi et ont remonté la montagne et se sont étalés sur une aussi grande distance? On s'interroge. Donc, d'où l'hypothèse que je trouvais par rapport aux analyses des uns et des autres qui avaient été faites de l'explosion en plein air. En plein air, oui, effectivement, on peut comprendre qu'avec la vitesse, avec l'explosion, avec la vitesse de l'objet en mouvement, que l'avion puisse, comment dirais-je, s'étaler sur une aussi grande distance. Voilà ce que je voulais dire. Donc, j'ai oublié également de noter que les personnes qui ont été à l'origine et qui ont demandé à ce que cet avion soit explosé en vol avaient une raison bien précise pour laquelle ils ne voulaient pas que les journalistes s'approchent du lieu. Vous voyez-vous? Parce que cet avion était soupçonné d'être un avion qui faisait de la géo-ingénierie, qui propageait des chemtrails, vous comprenez? Donc ils se sont dit que si les gens ils arrivent sur place, qui ne voient pas de victimes, qui ne voient pas de sièges, alors que nos bouffons sont en train de nous raconter qu'il y a eu des morts et que ils voient rien de tout ça, ils seront obligés de s'expliquer. Donc c'est l'un des éléments sur lesquels je te demande, Yohan Branco, toi qui aimes toi qui nous aides à comprendre les questions de complotisme, c'est l'un des éléments sur lesquels je te demande de te pencher. Ok, je te remercie. Mon poste, ce que je voulais dire à travers ce poste, c'est de bien comprendre la manipulation de notre Mélenchon des Gilets jaunes. D'accord? Yohan Branco, franchement, je te donne un conseil. Avant de redire des choses de ce genre, avant de ressortir des énormités de la sorte, réfléchis à plusieurs fois, fais-toi conseiller si tu n'es pas capable de bénéficier de tes capacités intellectuelles d'avocat. Déjà que je commence tu commences à m'inquiéter. Moi, je te prendrai pas comme avocat parce que en réalité, tu es en train de détruire la cause pour laquelle tu te bats. On sait que tu es un infiltré, mais tu te bats mal. Et je pense que tes maîtres se rendent compte. Comment tu peux dire que les gilets jaunes, donc tous ces pseudo porte-parole qui s'en défendent, soit, comment tu peux dire que ces gilets jaunes font du bon boulot parce qu'ils ont réussi à récupérer 13 milliards à Macron? C'est Macron qui est le problème? Est-ce que c'est Macron qui est le problème de la France? Alors, moi, je vais te mettre un pouce en arrière, en lien, je vais te le mettre en lien. Tu vas aller le regarder, tu me fais plaisir, d'accord? Tu vas cliquer dessus, gentiment, et tu écoutes ce qui est dit, d'accord? Nous ne sommes ni en démocratie, ni en politique, ceci, cela. Nous ne sommes à rien du tout. Nous sommes dans un système esclavagiste. Des dominants et des dominés. Point. Tu fais partie des idiots utiles, je n'en sais rien. Toujours est-il que il y a deux classes, les dominants et les dominés. Et ils ont mis quelques gens comme toi au milieu, à qui on a jeté quelques miettes, ce qu'il appelle Macron le ruissellement. Et tu te contentes du ruissellement et comment dirais-je, tu aides à ce que des personnes qui n'ont absolument rien restent dans leur situation parce que tu veux protéger le peu de miettes que ces richissimes criminels te versent. Redescendons sur terre, mon cher ami. Tu vois la vidéo qui passe là? Je t'invite à aller regarder encore bien la question de ce crash d'avion qui s'est passé. D'accord? Si tu veux dénoncer des choses, ce sont des choses comme ça qu'il faut dénoncer. Alors, je vais te donner une adresse. L'association Évidence
Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais je vais te mettre le lien en dessous. Il s'occupe de se battre contre les vaccins à tout va, d'accord? L'obligation vaccinale à tout va. Il s'occupe de la géo-ingénierie et de ce que comportent tous ces chemtrails qu'on nous déverse à longueur de journée sur la tête, d'accord? On a fait une sommation d'ailleurs à notre cher ministre de la Santé, une sommation par voie d'huissier à laquelle elle n'a pas répondu concernant les vaccins, ok? Il y a parmi cette association Évidence un juriste qui a aidé à ce que le professeur Seralini, qui se battait sur la question des OGM, d'accord, puisse avoir les documents qui ont les détails sur la fabrication et la contenance des produits Monsanto. Oui, excusez-moi encore, j'ai été coupé. Donc oui, je te parlais de l'association Évidence. Hein. Donc ce ne sont pas les seuls certainement à aller dans ce sens-là et à se battre pour l'établissement des choses véridiques concernant tous ces fléaux qui nous animent. Hein. Donc on a parlé là de l'alimentation, c'est important. Je pense que tu es d'accord avec moi que la question des OGM, c'est important. D'accord? Je pense que tu es aussi d'accord avec moi que la question de la géo-ingénierie et des chemtrails dont on ne connaît toujours pas la finalité et bon, on ne peut pas dire qu'on ne connaît pas parce qu'il y a des gens comme les Sévérac qui ont travaillé dessus. Je t'invite à aller voir son livre La guerre contre les peuples, d'accord? Donc, si tu n'es pas au courant, moi, je te propose de travailler sur ce type de domaine. Parce que, en ce qui concerne la franc-maçonnerie, tu as fini par reconnaître que oui, en fait, ce n'est pas ce que tu voulais dire, que la franc-maçonnerie, oui, en effet, elle existe, on ne peut pas nier. Mais tu viens nous sortir que, en fait, les antisémites et les antisionistes, c'est la même chose? Pas des phrases détournées. Tu essaies de nous faire passer les Panamza comme des complotistes, le Centre Zara comme des complotistes. J'ai suivi les documentaires de ces gens, c'est eux qui sont en train de se battre pour pas qu'il y ait de chaos complètement dans cette zone-là, en informant les gens. Donc, en fait, ils font du sale boulot. Donc, moi, je veux que tu me répondes clairement. D'après toi, Thierry Mézan, puisque tu l'as dit, je veux que tu le répètes. Oui, Thierry Mézan, est-ce qu'il a dit que le 11 septembre n'a jamais existé que en réalité, c'est la version du 11 septembre officielle qui est la bonne? Voilà la première question que je te pose. La deuxième question que je te pose. Est-ce que tu penses que Yasmine, d'ailleurs, Néom, il en a parlé de Néom, d'accord? Je ne sais pas si tu vas considérer ça comme du complotisme. Il faudrait que tu nous dises ce que tu en penses. Ça, ce sont les sujets qu'il faut défendre, d'accord? La pédocriminalité, ça nous intéresse, d'accord? Parce que je ne sais pas si tu as des gamins, mais d'ici peu, tu en auras, ok? Et je pense que tu es comme tout papa, toute maman, tu as l'envie de protéger tes enfants. L'éducation sexuelle. Marion Sigo a fait un travail dessus, d'accord? Donc, je ne sais pas si tu n'es pas non plus au courant, eh bien, je t'invite à aller savoir. Donc, là, pour le moment, tu as déjà pas mal de documents qui peuvent être utiles. Tu as déjà des noms. Alors, parlant toujours du complotisme, puisque tu es toujours dans la version complotiste, d'accord? Celles et ceux qui ne sont pas dans ta lignée sont des complotistes. J'aimerais savoir ce que tu penses de ton collègue Cazubolo Ferro Antoine, qui a fait le livre, qui a écrit l'histoire de la mort de Coluche. Il faudrait que tu nous dises ce que tu en penses. Parce que ça fait partie des problèmes et des sujets que lorsqu'on les aborde, on est complotiste. Et pendant qu'on y est, qu'est-ce que tu penses de la mort de Balavoine? D'accord? Voilà les choses sur lesquelles tu peux faire des investigations pour remonter la vérité au peuple à telle enseigne qu'on ouvre les yeux, que de nous sortir des sujets superficiels et dangereux. Parce que quand tu essayes de faire associer sionisme avec antisémitisme, tu joues le jeu de toutes les personnes à qui on veut tu joues le jeu des gens qui veulent nous museler. Moi, je fais la différence entre la Palestine occupée par les sionistes et le reste, d'accord? Ceci dit, je n'ai jamais dit d'ailleurs, au contraire, j'ai toujours dit le contraire, que les Juifs qui sont nés là-bas, je dis bien les Juifs qui sont nés là-bas, n'ont rien à voir avec cette histoire et au contraire, ils se battent avec les Palestiniens pour que la justice soit faite. Ils se battent.
pas les sionistes. Donc, tu aurais mieux fait de te taire, c'est ce que j'essaie de te dire depuis le début, mais comme je vois que tu aimes te justifier, je te donne donc l'occasion de t'expliquer de nouveau, de façon claire, de fois que moi, je ne t'ai pas bien compris, puisque tu dis que tu nous expliques les choses. J'aimerais que tu nous expliques sur tous les domaines que j'en ai pas cité beaucoup, hein. Ça c'est vraiment de façon superficielle, hein. Sur la problématique que je viens de t'avancer là, de me dire où est le complotisme dedans. Voilà. Moi qui te parle, comment dirais-je? Bref, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, retiens bien une chose. Va regarder le lien, d'accord? Ça c'est un lien que j'ai fait spécialement pour toi. Va regarder le lien qui est en dessous et qui va te parler de la mainmise des structures extérieures sur la France. C'est de ça dont il faut parler. On s'en fout, et même si on ne s'en fout pas, mais en gros, ce n'est pas le plus important, l'argent. D'accord? Parce que tu reviens toujours sur l'argent. 13 millions, c'est quoi? 13 milliards, c'est quoi? 13 milliards, c'est quoi? Donc, avoir récupéré 13 milliards, c'est une prouesse. Et quand tu parles des gilets jaunes, tu parles de quel gilet jaune? Moi, je t'invite à aller voir les gens comme les Farid Abelgoud, à aller voir les gens comme les Francis Cousin, à aller voir les gens comme les gilets jaunes constituants. D'accord? Voilà les gens que moi, je te propose d'aller voir. OK? Et à partir de là, on pourra débattre et discuter des choses qui sont à la racine du mal. Parce que nous dit que telle personne a volé tel nombre de millions, tel nombre de millions. Les Monique Pinson ont fait ce boulot-là, mon ami. Tout ce que tu disais là, je connaissais déjà. Tout ce que tu disais, je connaissais. Il suffit de lire les 3 volumes des Monique Pinson, tu as tout de A à Z. Je n'ai pas envie de t'accuser de plagiat parce qu'en réalité, c'est ça. Tu n'as fait que reproduire des choses qui existaient déjà. Et les gens viennent me dire que ce mec, il fait du lourd. Il fait du lourd sur quoi? Il fait du lourd sur quoi? Faire du lourd, c'est être opposé au sionisme, c'est être opposé à toute cette dictature du nouvel ordre mondial qu'on nous impose et se dénoncer de façon claire, nette et précise. Ça, c'est envoyé. Donc, mon très cher, moi, j'invite les internautes à te poser des questions, puisque tu t'es placé en position de maître. Tu vas nous expliquer, d'ailleurs, tu es un maître, tu es un avocat. Donc, mon très cher maître, on aura pas mal de questions à te poser et on aura pas mal de réponses à attendre parce que c'est bien beau de poser les questions, mais on demande des réponses. Voilà, ok? Donc, je t'invite déjà, je répète une fois de plus parce que si je le mettais, ça devait être très long. Je t'invite à aller regarder le post que je vais te mettre en lien et après on discutera. Voilà. Allez, pour le reste de mes chers internautes, je vous remercie pour le soutien que vous me faites. Je vous remercie infiniment. Je vous demande d'aller regarder de temps en temps, si possible, ce serait bien, la chaîne comment ça s'appelle, de l'archiviste, qui essaye aussi de faire un travail à son niveau très remarquable. Je vous invite à aller voir la chaîne de Évidence, ça s'appelle Évidence, l'association Évidence. D'accord? Ils font du bon boulot. Et pendant qu'on y est, ben, pourquoi pas aller jeter un coup d'œil sur les enquêtes de Padamza. Vous aurez votre propre conclusion concernant les insinuations détournées que ce cher maître essaie de nous induire. D'ailleurs, pendant qu'on y est, j'aimerais avoir un échange direct, que ce soit par visioconférence avec toi, mon cher maître. Et on pourra parler de pas mal de sujets. Moi, je suis ouvert à tous les sujets. Il n'y a pas de souci. Si je ne connais pas, je dirais que je connais pas, mais je pense que avec le peu que j'ai appris, ce serait déjà pas mal. Donc, l'invitation, elle est lancée. Je te propose un débat. Voilà. Ok? Allez. Entre-temps, je souhaite la paix sur toi.
Même si j'ai été dur, je ne traite pas de l'individu, je traite de l'idée des individus. Donc, je suis en train de m'attaquer aux idées que tu véhicules. Tu comprends? C'est pas à toi, ta personne. Je ne peux que lui souhaiter tout le bien du monde. Voilà. Allez. Salut, Yuan Branco. Va regarder le lien, ne l'oublie pas. Je vais demander à mes internautes de te l'envoyer par lien également. Ok? Et comme ça, après, tu t'es mis en position de nous expliquer. On attend les explications. Allez. Très bonne soirée à vous tous, ou bien, ouais, j'ai commencé le jour et il commence à faire nuit. Très bonne soirée à vous. Je vous fais des bisous. Je vous aime. Je vous dis à très bientôt. Allez, bisous. Ciao, ciao. Enregistrement des sons du cockpit contenu dans cet enregistreur de vol vient de parler et les éléments recueillis sont accablants. Première information, seul le copilote se trouvait dans le cockpit au moment du crash. On entend le commandant de bord demander au copilote de prendre les commandes et on entend à la fois le bruit d'un siège qui recule et le bruit d'une porte qui se ferme. On peut légitimement penser qu'il s'est absenté vraisemblablement pour aller satisfaire un besoin naturel. À ce moment-là, le copilote est donc seul aux commandes. C'est alors qu'il est seul que le copilote manipule les boutons de ce qu'on appelle le Flight Monitoring System pour actionner la descente de l'appareil. L'action sur ce sélectionneur d'altitude ne peut être que volontaire. Quelques instants plus tard, le commandant de bord tente alors de revenir dans le cockpit en frappant à la porte. En vain. On entend plusieurs appels du commandant de bord demandant l'accès à la cabine de pilotage. Et ce, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle l'appel cabine. En l'espèce, c'est un interphone avec une visio. Donc on peut dire qu'il s'est montré, il s'est identifié, mais aucune réponse de la part du copilote. Pendant ce temps, l'avion continue de perdre de l'altitude. Le copilote ne répond toujours pas. Il est pourtant bien en vie, selon les enregistrements. On entend, à ce moment-là, un bruit de respiration humaine à l'intérieur de la cabine. Et ce bruit de respiration, nous l'entendrons jusqu'à l'impact final. L'interprétation la plus plausible, la plus vraisemblable pour nous, est que le copilote, pour une raison qui aujourd'hui nous ignorons totalement, mais qui peut s'analyser comme une volonté de détruire cet avion. Mais le procureur de préciser que rien ne permet à ce stade de parler d'attentat terroriste de la part du copilote. J'ignore son origine ethnique et je veux dire, il est de nationalité allemande. Point. Et il n'est pas répertorié comme terroriste, si c'est ça que vous voulez dire. Je répète, à ce stade, au jour d'aujourd'hui, avec l'ensemble des investigations qui sont portées à la connaissance, rien ne permet de dire qu'il s'agit d'un attentat terroriste. Maintenant, on verra l'environnement de cette personne. Le copilote s'appelait Andreas Lubitz. Il avait 28 ans et comptait 630 heures de vol à son actif.